Le système politique français n'en finit plus de se radicaliser et c'est désormais le Rassemblement national qui en fait les frais. Marine Le Pen a été condamnée à 2 ans de prison ferme et surtout à une peine d'inéligibilité de 5 ans. Elle ne s'avoue pas vaincue pour autant, écoutons-la. Mais en attendant, je suis combative. Je ne vais pas me laisser éliminer ainsi. Je vais mener les voies de recours que je peux. Il y a un petit chemin, il est certes étroit, mais il existe. Je vais effectivement demander de la manière la plus claire qu'il soit que la décision d'appel intervienne me permettant d'envisager une candidature à l'élection présidentielle. Moi, je serai toujours à côté des Français. Il y a des millions de Français qui croient en moi. Des millions de Français qui me font confiance. Et je viens leur dire, ça fait 30 ans que je me bats pour vous. Et ça fait 30 ans que je me bats contre l'injustice. Et par conséquent, je vais continuer à le faire. Et je le ferai jusqu'au bout. Les réactions de la classe politique française sont mitigées. Certains ont rappelé les anciennes déclarations de la candidate sur la question, mais d'autres, y compris Jean-Luc Mélenchon, se sont inquiétés de ce dangereux précédent. Écoutons-les encore une fois. Je veux dire, on ne tire jamais les leçons. Quand allons-nous tirer les leçons et effectivement mettre en place l'interdiction de l'inéligibilité à vie pour tous ceux qui ont été condamnés pour des faits commis grâce ou à l'occasion de leur mandat? Nos principes ne varient pas en fonction de la tête du client. Nous sommes dans un rapport critique avec la justice, mais nous le faisons avec discernement. C'est la raison pour laquelle nous ne sommes pas d'accord avec les mesures exécutoires. Donc, nous sommes contre pour des raisons de permanence des principes. Nous sommes contre le fait qu'elle soit condamnée à l'inéligibilité avec application immédiate et sans recours. Thierry Marny, vous nous rejoignez donc de France, vous êtes au cœur de l'action, je dirais. On est 4 jours après ce jugement assez incroyable. Où en est-on? Quelle est votre analyse de la situation? Quels sont les recours dont dispose Marine Le Pen? Alors d'abord, il faut se dire qu'on a été extrêmement tous surpris et choqués par un tel jugement. Personne s'y attendait, il faut être honnête, parce qu'on s'attendait à ce qu'elle soit condamnée, mais après on se disait il y aura un procès en appel. Or, ce que vous devez surtout préciser, c'est qu'il y a application immédiate. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, en France, un procès en appel, c'est en moyenne entre 2 et 3 ans. Et donc, la magistrate qui prend cette décision, à l'instant où elle prend cette décision, en disant avec application immédiate, ça veut dire qu'elle sait très bien qu'elle interdit à Marine Le Pen d'aller aux élections présidentielles. C'est ça qui est choquant. Je vais vous dire, la condamnation, à la limite, je la respecte, mais chaque citoyen français ou étranger sur le sol français a droit à un procès et un appel. Même les pires terroristes qui ont massacré, tué, ont eu un procès et un appel. Or, en réalité, ce qui est nié par cette application immédiate, j'insiste là-dessus parce que c'est le fond de la décision, c'est qu'on dit, hop, elle est inéligible et ça s'applique dès maintenant. Or, en politique, il y a un calendrier, c'est un peu comme les Jeux Olympiques, vous savez, si on condamne un athlète en disant il est bloqué pendant 1 an, ça veut dire qu'il ne fera pas les Jeux Olympiques si c'est dans l'année qui suit. Et là, les juges ont pris une décision extrêmement politique. Je me permets de rappeler quand même que cette juge, c'est pas n'importe qui. Alors je sais, on me dit il faut pas critiquer les juges, d'accord, mais il y a eu un moment où quand même dans ce procès, elle a eu une phrase assez extraordinaire. Elle a dit, même si je manque d'éléments, ça me ferait mal, en parlant non pas de Marine Le Pen, mais d'un autre condamné sur le procès, qu'il passe à travers. Voilà, ça me ferait mal, quoi. Ça lui a échappé, ça a été repris dans toute la presse, y compris Le Monde, qui pour une fois a fait un travail honnête. Voilà, et donc où est-ce qu'on en est? Eh bien, la surprise agréable, soyons honnêtes, c'est que dans les 24 heures, la justice a dit à situation exceptionnelle, action exceptionnelle, et la justice a annoncé que l'appel serait courant à 2026, avant la fin de l'été 2026. Ce qui veut dire que par un dispositif exceptionnel, eh bien Marine Le Pen pourra être rejugée et saura si à la fin 2020, à l'été 2026, elle peut se présenter pour les présidentielles qui, je le rappelle, ont lieu au printemps
2027. Donc voilà, mais on a l'impression que certains ont essayé un coup de force, une sorte d'assassinat judiciaire, et que finalement, devant le tollé général et surtout les conséquences, ont décidé quand même de montrer que la justice, par moment, ça va être pratique. Je me permets de conclure en rappelant quand même 2-3 choses importantes. Premièrement, il n'y a aucun enrichissement personnel. Marine Le Pen, c'est pas comme dans d'autres procès, quelqu'un qui a détourné de l'argent pour se construire une piscine ou s'acheter une maison. Deuxièmement, il n'y a pas d'emploi fictif. Ces emplois étaient payés pour être assistant parlementaire. Ils ont fait vraiment un travail politique. Le seul problème, c'est quoi? C'est que le Parlement européen ne conçoit le travail d'assistant parlementaire que comme serviteur de la structure. Vous le savez, j'ai été 25 ans député français et avant, j'ai été assistant parlementaire. Il est évident que les assistants parlementaires en France travaillent pour le Parlement, que ce soit à l'Assemblée ou au Sénat, mais participent aussi à la vie politique. Or, le Parlement européen, c'est ce qu'il ne veut pas voir. Et là, en réalité, le vrai litige, il est sur quoi? Il est à quoi sert un assistant parlementaire? En quelque sorte, on veut faire des assistants parlementaires au Parlement européen qui ne font pas de politique. Et c'est pas un hasard s'il y a 3 procès à des niveaux différents, ou que ce soit M. Bayrou, qui a déjà été jugé, M. Mélenchon prochainement, et Marine Le Pen aujourd'hui, eh bien, 3 partis politiques totalement différents en France, mais qui ont le même problème. Parce que, excusez-moi, on est peut-être trop français et pas assez eurocrate, et on pense que les politiques font de la politique. Dernière illustration, je me permets de vous rappeler que la dernière fois que je suis allé en Russie, j'ai été condamné à pas grand-chose, mais la condamnation se voulait surtout infamante. Tout le monde a dit Mariani est sur une liste droite avec une liste noire avec 3 ou 4 de ses collègues. Et j'avais fait appel au tribunal, puisqu'on me disait vous êtes allé en Russie et vous avez fait des déclarations qui sont pas normales. Je suis allé à la Cour européenne de justice et j'ai dit mais en vertu de quoi un député est sanctionné là-dessus? Et la réponse est extraordinaire. Et elle est très révélatrice, y compris pour cette affaire. On m'a dit, voilà, vous êtes sanctionné en vertu d'un article qui s'applique aux fonctionnaires européens, vous avez bien entendu, aux fonctionnaires européens, qui dit un fonctionnaire européen à l'étranger ne peut pas faire de déclaration contraire à la politique européenne. Ce que je comprends, quand on est ambassadeur d'un pays, on ne va pas dire mon pays fait n'importe quoi. Sauf que je suis député et je fais de la politique. Nous, au Rassemblement national, on considère que les assistants parlementaires doivent faire de la politique. Voilà pourquoi on s'est révolté, voilà pourquoi on organise un grand rassemblement demain. Et je pense aussi, voilà pourquoi de nombreux Français ont été extrêmement choqués. L'histoire jugera, mais peut-être que cette décision qui était censée nous assassiner pour les élections présidentielles, peut-être va au contraire nous donner encore plus d'énergie et de sympathie. Ahmad, est-ce qu'on peut parler encore de séparation des pouvoirs en France depuis Montesquieu, normalement, c'est un des principes de la démocratie. Et quel regard vous jetez là-dessus? Bon, moi, en tant qu'Africain, et quand je vois ce qui se passe actuellement en France, cette France qui donnait autant de leçons de démocratie à des pays africains, depuis des années, c'est la liberté, l'égalité, la fraternité. Mais ces 2 dernières années, quand même, la France a pris une autre tournure, a pris un virement vers la dictature. Parce que, aujourd'hui, pour beaucoup des Africains, la France a utilisé ces méthodes déjà en Afrique pour essayer d'emprisonner ou bien d'éliminer chaque opposant politique qui ne partage pas les mêmes avis que la France, qui ne partage pas les mêmes politiques françaises en Afrique. On a déjà vu beaucoup dans plusieurs pays, et tout récemment c'était au Sénégal. Comme Sonko ne partageait pas les mêmes avis avec la France, il a été emprisonné, il a été éliminé de la course présidentielle. Ce qui se passe actuellement en France, je ne peux pas quand même me prononcer dans ce qui se passe en France. Nous, ce qui nous concerne, c'est l'Afrique. Mais ce que nous voyons actuellement, la France n'aura en aucun cas des leçons à donner aux pays africains de respecter la démocratie. Parce que cette démocratie que la France défendait, cette liberté que la France défendait maintenant, elle n'est plus ce modèle-là. Et je pense que les Africains aussi doivent comprendre qu'à partir d'aujourd'hui, ils doivent suivre leur propre modèle.
Thierry Todinor, vous partagez l'analyse sur ce qui s'est passé avec Marine Le Pen, l'analyse de Thierry Mariani? Grosso modo, oui, parce qu'il est vrai que la caste européiste est dans le paradigme bouclier démocratique, c'est-à-dire dans leur logique orwellienne, c'est on va supprimer la démocratie pour sauver la démocratie en quelque sorte. Donc là effectivement je suis assez d'accord. Il y a 2 poids 2 mesures, c'est évident, bien que le délit soit constitué quand même, mais voilà, c'est comme ça. Après il y a les conséquences politiques qui sont intéressantes, parce que je pense que les chances que l'appel revienne sur cette décision sont très faibles. Il y a quand même une réaction de Gérard Larcher, le président du Sénat, qui a dit qu'il fallait falloir légiférer parce que c'était pas normal. On sent quand même que, comme le disait Thierry Mariani, le système est peut-être en train un peu de battre en arrière, se rendant compte des conséquences de ce qui s'est passé. C'est à voir, mais dans 95% des cas, ça se passe pas comme ça. Jusqu'à maintenant, mais c'est à voir. Vous pensez que Marine Le Pen ne sera pas candidate en 202027? Non, et je sais pas comment le Rassemblement national va pouvoir préparer ses élections avec cette épée de Damoclès au-dessus de la tête. Par ailleurs, contrairement à ce que dit Thierry Mariani, apparemment les Français sont pas aussi choqués que ça. Moi, j'ai vu des sondages. Il est vrai que faire appel à la rue après avoir trouvé que le peuple refoulait un peu du goulot en supprimant les défilés de Jeanne d'Arc et ces choses-là, c'est quand même un peu spécial. On verra, mais moi je pense que tout se passe comme si on mettait Bardella sur orbite. Il est allé à Yad Vashem, on fait passer Marine Le Pen par-dessus bord. Il y a quelque chose qui se passe, mais peut-être aussi que parfois le diable porte pierre et que c'est pas une mauvaise chose. Peut-être que ça va effectivement faire renouer le Front National avec une logique plus offensive. Et puis aussi peut-être que il va falloir entrer dans une stratégie de rupture avec les médias, notamment, qu'on caressait toujours dans le sens du poil. On a vu que Trump s'y est pris à angle droit sur ses manières de faire, et que ça a marché. Alors peut-être que, je ne sais pas, peut-être que il faut voir les équipes de Bardella, ce qui va en sortir de positif ou de négatif. Peut-être que Thierry Mariani pourrait y aller aussi. Il a beaucoup plus d'expérience après tout que en parlant de Trump, justement, moi je vois c'est seulement une peur envers l'extrême droite, parce que si aujourd'hui Marine Le Pen arrivait à prendre les pouvoirs, c'est fini la mondialisation. Il faut créer un monde multipolaire, parce qu'on l'a déjà vu, elle a déjà évoqué cette question-là. Et tout récemment, même, elle était au Tchad, lorsqu'elle a pris le discours, elle a même dit, voilà, on doit quand même laisser la liberté et les choix au peuple tchadien. C'est la raison pour laquelle actuellement on essaye d'éliminer Marine Le Pen à tout prix. Et quand vous dites la population française n'est pas choquée, le cerveau des Français est déjà lavé. Donc donc les sondages, c'est entre les mains de qui? C'est entre les mains des médias, les médias aux ordres. Donc, qui croit déjà à ces sondages-là? Écoute, on verra. Il y a une manifestation qui... On va voir combien il y aura. Oui, Patrick voulait intervenir tout à l'heure. Je voulais dire, déjà, ce qui m'a inquiété, faire un appel au mois d'été, je me pose la question. Et si arrivé, les juges ne sont pas disponibles, dans cela, automatiquement, ça dit qu'elle ne va plus se présenter. Normalement, ils seront quand même disponibles. Donc, là, déjà, il y a déjà un problème. Et il y a encore un autre problème devant les électeurs. On a déjà fait la publication, c'est 175 feuilles comme ça. Et on vous dit que vous allez, voilà, votre président que vous voulez élire, elle a volé, elle a fait ça. Déjà, c'est déjà psychologiquement, psychologiquement, ils sont déjà en train de jouer avec la population. Et déjà, avec toutes ces sanctions, déjà, et ça se fixe aussi du côté financier, puisque les partis doivent avoir l'argent. Comprenez un peu tous ces gestes-là, ça joue aussi du côté... Alors les réactions internationales sont nombreuses et mêlent souvent scandale et soutien, comme le cas de Viktor Orban. Cette décision semble donner raison au discours prononcé à Munich en février dernier par le vice-président américain J.D. Vance sur l'état des libertés en Europe. Elon Musk a apporté son soutien à Marine Le Pen, et pour le Kremlin comme pour Donald Trump, l'affaire est vraiment grave. Écoutons-les.
De plus en plus de pays européens s'engagent sur la voie du mépris des normes démocratiques. Nous ne voulons en aucun cas intervenir dans les affaires intérieures de la France et ne l'avons jamais fait. Mais dans l'ensemble, nos observations sur les capitales européennes montrent que celles-ci n'hésitent absolument pas à sortir du cadre de la démocratie dans l'exercice du processus politique. La dirigeante d'extrême droite Marine Le Pen a été condamnée par un tribunal et est inéligible pour 5 ans. Qu'en pensez-vous ? C'est grave, c'est vraiment très grave. Je connais bien l'affaire, nombreux sont ceux qui pensaient qu'elle ne serait pas condamnée. Je ne connais pas bien la nature de la condamnation, mais elle a été déclarée inéligible pour 5 ans alors qu'elle est la candidate la mieux placée. Ça ressemble à notre pays. Ça ressemble vraiment à notre pays. En tout cas, Thierry Mariani, je reviens vers vous. On ne peut pas dire que Marine Le Pen manque de soutien à l'étranger. On a vu Donald Trump, on a vu Viktor Orban, Elon Musk. Alors ça évidemment, ça rajoute de l'huile sur le feu. Est-ce que c'est finalement également le symbole du recul démocratique, non seulement en France, mais également en Europe en général? On l'a vu avec Georgescu, on l'a vu la manière dont les élections étaient organisées en Moldavie, on l'a vu en Géorgie, la tentative d'ingérence. On l'a vu même en France beaucoup plus tôt, et vous en avez été le témoin en 2017 avec l'affaire Fillon. Est-ce que ça veut dire que finalement il y a un recul général d'après vous? C'est une évidence. Je veux dire, les institutions européennes sont tout sauf démocratiques. Voilà, vous savez, moi j'ai siégé 25 ans dans un vrai Parlement, avec ses qualités et ses défauts. C'était le Parlement français. Le Parlement européen, c'est un Parlement alibi, où vous devez partager la religion de tout le monde, dire comme tout le monde, et où en plus, effectivement, on donne des leçons à la planète entière, notamment aux Africains, mais c'est quand même un Parlement, je vous le rappelle, où malgré toutes ces règles, l'opposition n'a aucun poste. Au Parlement, je ne veux pas être long, mais au Parlement européen, il y a un beau règlement qui dit, ça s'appelle les règles D'Hondt, de M. D'Hondt. Voilà les vice-présidences, voilà les postes de commission que doit avoir l'opposition quand ils représentent tel ou tel pourcentage. Eh bien, ils ont décidé qu'il y avait 2 groupes. Le groupe des patriotes, où je suis avec Marine Le Pen, Viktor Orban et ses députés, et le groupe des souverainistes, où il y a l'AfD, qui n'ont aucun rôle. Voilà, qui n'ont aucun rôle. Et donc, et aucune fonction, pardon, aucune fonction. Et donc, en réalité, ce Parlement édicte des règles pour la démocratie qu'on doit appliquer dans le monde entier, mais les viole quotidiennement. Voilà. Si vous voulez un symbole, on a organisé, là j'arrive de Strasbourg, on a organisé cette semaine une session, un débat sur la démocratie en Europe. Et j'ai commencé mon discours en disant vous êtes trompé de jour, c'était le 31 mars, vous auriez dû le faire le 1er avril parce que vraiment, la démocratie en Europe, ça devient de plus en plus une farce. Mais une farce tragique, soyons clairs, c'est-à-dire que tous ceux qui ne partagent pas leur idéologie, et j'ai presque envie de dire leur religion, parce que l'Union européenne, ça se vit comme une religion, on apporte le bonheur, on apporte la prospérité, on apporte la paix, on apporte la croissance, sauf que dans la réalité, c'est tout le contraire, et tous ceux qui critiquent ce discours se retrouvent immédiatement diabolisés, sanctionnés, pénalisés. Voilà, j'avais jamais vu dans un État de l'Union européenne, comme en Roumanie, un candidat qui était évincé à l'issue du premier tour. Et franchement, ce qui s'est passé sur Marine Le Pen, je le répète, est un vrai scandale. Et j'insiste pour vos auditeurs, là où il y a vraiment quelque chose d'inadmissible, c'est sur l'application immédiate. Pourquoi ? En droit français, on vous dit ça existe. C'est une évidence. Mais ça existe dans quel cas ? Quand la personne, entre sa première condamnation et l'appel, peut représenter un danger. C'est-à-dire, en clair, je dis bien sûr n'importe quoi, j'ai tué 3 personnes, je suis condamné, je fais appel, c'est sûr qu'on ne va pas me libérer dans la rue parce que je peux en tuer une 4e ou une 5e. Je vole de l'argent dans ma propre société par abus de biens sociaux, bien sûr que je peux continuer. Mais là, et je conclus, Marine Le Pen ne pouvait plus continuer, elle n'est plus dans l'Union, elle n'est plus députée européenne et le groupe a complètement changé. Donc l'application immédiate, ça c'est complètement scandaleux, mais ça n'a pas été fait par hasard, puisque s'il n'y avait pas eu d'appel en 2026, eh bien elle ne pouvait pas se présenter. Après, je rejoins ce qu'a dit l'un de vos chroniqueurs, ça va être particulier de faire une campagne où on connaîtra le candidat pour les élections présidentielles 10 mois avant les élections présidentielles. Je vais vous prendre le détail. Donc, en fait, ils ont attaché un boulet à la cheville de Marine Le Pen, c'est ça que vous voulez dire ? Oui, je vais vous dire un détail, et qui n'est pas un détail.
les financements de campagne. Comme vous le savez, les banques françaises, comme par hasard, refusent de nous prêter. On doit faire des prêts très souvent auprès de nos militants ou là où on cherche effectivement éventuellement là où on accepte de nous prêter de l'argent. Sauf que les prêts doivent être faits sur le nom du candidat. Ça veut dire par exemple que d'ici la décision de justice qui sera donc à l'été 2026, on ne peut pas commencer à emprunter de l'argent. On ne peut pas commencer à imprimer des affiches ou quoi que ce soit. Donc c'est quand même un boulet qu'on nous met au pied. Jamais une campagne présidentielle en France, vous êtes bien placé pour le savoir, n'a débuté vraiment un an avant. Alors, donc ce sera encore plus difficile, mais ça nous motive encore plus. Ahmad, tout à l'heure, vous soulignez les ingérences, donc notamment dans le cas du Sénégal, qui sont avérées. Et finalement, en fait, c'est pas spécifique à l'Afrique. Maintenant, c'est l'ingérence sur tout le continent européen, en fait. Oui, exactement. Actuellement, ce qui se passe en Europe, c'est vraiment scandaleux. Même nos dirigeants africains vont quand même s'agenouiller devant ce qui se passe en Europe, parce que l'Europe est devenue actuellement une énorme dictature. Il faut pas avoir peur des mots, il faut les dire. Tous ceux qui aspirent au développement, qui aspirent au changement de leur pays sont systématiquement éliminés, comme on a vu les cas, que ce soit en Géorgie, que ce soit en Moldavie, que ce soit actuellement en France. Nous, on connaît très bien la France, comme on est lié avec une histoire coloniale. Donc c'est vraiment aberrant, quoi. Et c'est triste de voir en tout cas ce qui nous donnait, c'est pas triste quand même, c'est étonnant de voir ce qui nous donnait hier la leçon de la démocratie, les changements et tout, qui vire vers la dictature. La condamnation de Marine Le Pen a provoqué de fortes réactions en France comme à l'étranger. À l'international, elle est perçue comme un piétinement des normes démocratiques et un durcissement de la part des régimes politiques européens, à commencer par celui de Bruxelles. Nous basculons maintenant sur le continent africain où les choses sont en train de bouger. Les anciennes puissances coloniales sont sur le retrait, tandis que les États africains cherchent à mettre en place de nouvelles architectures de sécurité et de nouvelles alliances. Partons tout d'abord au Congo-Kinshasa, où le gouvernement de Félix Tshisekedi fait face à la rébellion du M23 dans l'est du pays. Il y a un mois, le président a appelé à l'unité nationale. Coalition que je veux nationale, forte et indivisible, qui va faire front face à l'ennemi. Donc voilà maintenant pourquoi je cherche les autres fils du pays pour leur tendre la main et dire mettons-nous ensemble, faisons face à l'ennemi. Celui qui acceptera de prendre la main sera le bienvenu et nous discuterons peut-être, on verra bien pourquoi pas, de la composition d'un gouvernement d'union nationale pour faire face à cela. Le mois dernier, Félix Tshisekedi a rencontré un représentant du Congrès américain, Ronny Jackson, et il est question de confier l'exploitation des ressources minérales de la RDC à Washington en échange de son assistance militaire. C'était un sujet RT en français. L'accord minier potentiel entre Washington et Kinshasa suscite des réactions contrastées en République démocratique du Congo. Alors que le pays est confronté à l'offensive du M23 dans l'Est, le président Félix Tshisekedi a réaffirmé son intention de négocier un accord avec les États-Unis en échange de garanties sécuritaires. L'accord envisagé donnerait aux États-Unis un accès privilégié aux vastes réserves de cobalt, de lithium et d'autres minerais rares de la RDC. En échange, les États-Unis fourniraient une aide substantielle en matière de sécurité et de stabilité régionale. Certains Congolais voient cela comme un pas vers la stabilité de la région. Cependant, d'autres restent sceptiques, craignant que cet accord profite davantage aux États-Unis qu'à la RDC. Thierry Mariani, je me tourne également sur ce sujet vers vous, puisque vous avez été assez actif sur la question du Congo-Kinshasa au Parlement européen. Quel était le sens de votre action ? J'étais d'ailleurs, je le précise, il y a 3 semaines à Kinshasa, où, comme la presse l'a relaté, j'ai longuement rencontré le président Tshisekedi, mais aussi l'ensemble des responsables politiques et un certain nombre de responsables religieux. Je vais vous dire comment je me suis intéressé particulièrement à cet accord, à la situation dans ce pays.
je suis au Parlement européen, entre autres, membre de la commission Commerce international. Et dans le précédent mandat, comme dans celui-là. Et à la fin du précédent mandat, la commissaire européenne de l'époque, c'était une Finlandaise, qui s'occupait des partenariats internationaux, est venue nous dire, voilà, nous venons de signer un accord extraordinaire, qui est un accord exemplaire qu'on va multiplier entre la République démocratique du Congo et l'Union européenne. Et le Rwanda, pardon. Et le Rwanda, justement. La République du Rwanda et l'Union européenne. Et cet accord portait sur quoi? Eh bien, il disait en clair que l'Union européenne s'engageait à acheter en priorité les minerais rares que lui proposait le Rwanda, et le Rwanda garantissait un approvisionnement. Et donc, je suis un peu naïf, vous savez, j'ai demandé si je pouvais avoir le texte de l'accord. Et c'est là où les choses commencent à devenir intéressantes. C'est-à-dire que pendant 7 mois, j'ai bataillé pour qu'on me donne le texte de cet accord. C'était un accord remarquable, mais qui devait être gardé secret. Et enfin, au début de ce second mandat, comme la commissaire européenne qui avait signé cet accord a été remerciée par son pays, j'ai trouvé bizarrement l'accord un jour dans ma boîte aux lettres. Voilà, je vous laisse, je crois savoir quand même d'où il vient. Et là, en réalité, tout l'enjeu, c'était quoi? C'était qu'on nous a toujours dit cet accord garantit la traçabilité. C'est-à-dire en clair que les minéraux vendus par le Rwanda sont bien du Rwanda. Or, cet accord en réalité est une sorte de MOU très bref, 4 pages, et où il y a un article qui dit le vendeur certifie qu'il est bien le propriétaire des minerais qui ont été pris sur son territoire. Voilà, c'est tout. Comme je l'ai dit en débat à un commissaire européen, je vais vous voler votre montre et puis j'irai la revendre et je dirai à un receleur, c'est ma montre puisque je vous le certifie. Et donc en réalité, voilà où est le scandale. C'est que tout le monde sait très bien que le Rwanda n'a pas les minerais qu'il vend. Et qu'en réalité, ces minerais sont pillés dans certaines régions, principalement le nord et sud Kivu, de la République démocratique du Congo. Et donc, l'Union européenne, qui se veut toujours exemplaire, devient en réalité un receleur, et presque, j'ai envie de dire, un complice, un receleur, parce que nous rachetons des minéraux qui ont été volés dans l'État voisin. Alors, si c'était qu'une histoire de vol, j'allais dire, ce serait financier. Sauf que là où les choses deviennent beaucoup plus dramatiques, c'est que dans cette région, les Africains le savent, mais les Européens ne le savent pas parce que très souvent, c'est un drame qui dure depuis 30 ans, où il y a peu d'images, peu d'actualité, et en réalité, depuis 30 ans, dans cette région de RDC, on compte les morts, je pèse les mots, en centaines de milliers, par centaines de milliers, parce que entre des vagues et des revagues et des reflux, puis des re-attaques, cette région est sans cesse en conflit. Voilà pourquoi on s'est intéressé d'abord à cet accord, qui est une honte pour l'Union européenne, je dis bien une honte pour l'Union européenne, et ensuite qui est un drame pour la République démocratique du Congo. Pour la petite histoire, à force d'être acculé sur ce sujet, je suis très heureux de voir que tous les partis politiques, finalement, se sont mis à reprendre ce que je disais en premier, qu'il n'y avait aucune traçabilité. Et au bout de la 3e audition, eh bien, le responsable de l'Union européenne, je mettrai d'ailleurs cela en visio dans 48 heures, a fini par reconnaître publiquement qu'il n'y avait aucune traçabilité. C'est-à-dire en plus que les commissaires européens ont menti ouvertement à tous les députés, mais que tout le monde s'en fout, parce que c'est l'Union européenne et que vous pouvez mentir quand vous êtes commissaire européen et après on passe à autre chose. Voilà sur cette question de la RDC, là où une fois de plus l'Union européenne se montre en symbole et en réalité signe un accord qui aboutit à des massacres au Kivu. Et deuxièmement, et j'en finis par là, il y a, alors que le Parlement européen qui s'est enfin réveillé a demandé il y a 1 mois et demi, 2 mois même, 2 mois des sanctions très fermes contre le Rwanda, eh bien une première vague de sanctions a été prise, où 6 ou 7 personnes ont été sanctionnées, et puis c'est tout. Je vous rappelle que en Ukraine et en Russie, on en est face à la Russie
à la 16e vague de sanctions, c'est-à-dire à chaque fois qu'une vague est prise et que la guerre continue, ce Parlement a voté de nouvelles sanctions contre la Russie. Sur le Rwanda, on a clairement désigné l'agresseur, clairement désigné l'État criminel, sauf qu'une fois qu'on a pris une première vague de sanctions, on essaie de passer à autre chose. Et je pose ouvertement une question, de quelle complicité M. Kagame bénéficie-t-il au sein de l'Union européenne? Parce que là aussi, on donne des leçons à la terre entière sur la démocratie, mais allez, je vais vous poser une colle. Savez-vous quel est le score de l'élection de M. Kagame à ces dernières élections présidentielles? 98%. 98%. Ah, tout le monde le sait, 98%. Eh bien non, vous êtes en dessous de la réalité. 99,13%. Et l'Union européenne, de justesse, qui, pardonnez-moi, emmerde le Congo quand son président est élu avec, je crois, aux alentours de 60%, eh bien trouve tout à fait normal qu'au Rwanda, le président soit élu avec 99,13%, avec une opposition qui n'existe pas. Voilà pourquoi. Et je pose vraiment la question, de quelle complicité le Rwanda bénéficie-t-il pour qu'au sein de l'Union européenne, tout ce qu'il fait, personne ne trouve rien à redire, alors qu'un certain nombre d'États africains, immédiatement, dès qu'il y a un problème, se prennent une résolution contre eux. Il y a 3 jours, pour votre information, on a voté cette fois une résolution contre le Cameroun et on donne des leçons à l'Afrique entière, sauf à ceux qui sont protégés. Et le seul État qui est vraiment très protégé, c'est le Rwanda. Merci Thierry. Tout de suite, je devrais donner la parole à Patrick. Vous êtes le représentant de la diaspora congolaise à Moscou. Cette description de ce qui se passe actuellement au Congo, ça correspond à ce dont vous êtes le témoin? En tout cas, je remercie beaucoup l'invité. Il a pratiquement raison. Puis si on se pose la question de dire aujourd'hui Kagame, j'avais déjà dit ça une autre fois, qu'est-ce qui fait que Kagame il est l'enfant chéri de l'Union européenne? Moi je pense que c'est à cause d'abord de l'histoire des génocides que la France est commanditaire, qui ne pourra jamais ouvrir la bouche devant Kagame, et en vertu de ça que Kagame essaye d'en profiter de ça. Ça c'est déjà quelque chose qui est visible. Comment je me pose la question? Nous sommes, je pense que vous êtes aussi de l'organisation francophonie. Comment on peut avoir une organisation francophone avec une présidence anglophone? Oui. C'est une bonne question. Vous allez comprendre un peu la complicité des l'Union européenne. La description que Thierry Mariani fait de la situation au Congo, ça correspond à la réalité. Actuellement, ça correspond à la réalité. Et là, maintenant, nous voyons aujourd'hui... on se pose la question, l'Union européenne qu'on voit aujourd'hui, tout à l'heure on vient de dire ça, qu'est-ce que nous allons tirer comme leçon? Pourquoi vont-nous aller encore demander des conseils à ce genre de l'hypocrisie? C'est ce que j'ai toujours dit, l'hypocrisie à ciel ouvert. Vous voulez intervenir, Thierry? Oui, non, je vais rebondir sur ce que disait Thierry Mariani. Effectivement, il y a énormément de morts sur 30 ans. Amnesty donne même un chiffre de 6 millions de morts, mais je ne sais pas s'il est correct. En tout cas, il y a beaucoup de morts et beaucoup de déplacés. Et je crois qu'il faut remonter un peu en arrière dans l'histoire, parce que effectivement, il y a eu cette affaire. Moi, j'étais à Kinshasa en 90-91, et on savait déjà que les Américains voulaient nous foutre dehors, voulaient foutre la France dehors, parce que Mobutu était un ami de la France. Et donc, ils voulaient dégager Mobutu. C'est ce qu'ils ont fait quelques années après. En utilisant la culpabilité française, la culpabilité morale française sur l'affaire du Rwanda, qui n'a pas osé crier à l'ingérence américaine, qui était pourtant de fait. Et donc tout s'est passé de cette manière-là, c'est-à-dire que les Tutsis, Kagame qui était en Ouganda, est descendu, a pris le Rwanda, et ils ont continué sur le Kivu. Et c'est devenu une espèce de... Alors le Congo est fondamentalement un pays énorme, ouais, et assez artificiel. On n'est peut-être pas d'accord, mais enfin bon, c'est mon avis. Au congrès de Berlin, on l'a donné au roi des Belges, oui, il fallait pas qu'il y ait de guerre entre les Anglais, les Allemands, les Français. C'était plus simple de découper mettre comme ça. cet énorme pâté de le mettre au roi des Belges. Mais entre Goma et Kinshasa, moi je vois pas beaucoup de rapports. Le Lubumbashi, c'est encore autre chose. Donc c'est un État assez faible, avec une
une élite Tutsi de l'autre côté qui est protégée par les Américains en fait. Donc ils font ce qu'ils veulent. Et qui fait absolument ce qu'elle veut. C'est un peu la question. D'ailleurs, je voudrais basculer sur le Sahel, puisque là on a traité, je vois que tout le monde est compétent sur... Déjà... Oui. Non, moi j'aimerais ajouter quelque chose. Restons sur le Congo. J'ai revu un peu avec M. Thierry quand il dit le Congo est énormément vaste. Déjà, notre problème des conflits, ça date de l'époque coloniale. Puisque à cette époque-là, les Rwandais et l'Ouganda, c'était une partie qui était vraiment méconnue. Mais ils voulaient, les coloniels, à l'époque, ils voulaient faire une zone industrielle. Et c'est comme ça qu'ils prenaient les Rwandais, les Tutsis pour venir travailler du côté Goma. Et d'autres qu'on les envoyait à Lubumbashi vers les mines de Gécamine pour travailler. Vous voyez un peu cette immigration-là, ça date de longtemps. Donc, ces problèmes, ça date de longtemps et aujourd'hui, on est... Je voudrais donner la parole. Les conflits reviennent des origines coloniales. Moi, quand même, ce qui m'étonne, presque tout le monde se pose la question, pourquoi l'hypocrisie de l'Union européenne? Est-ce que, j'aimerais poser une question, est-ce que la personne qui est en enfer, est-ce qu'elle peut demander au Satan de venir l'aider? C'est Satan qui l'a induit en enfer. Pourquoi être en enfer et demander l'aide à Satan? Et en ce qui concerne le Congo, moi, ce qui me choque le plus, c'est le peuple congolais, en fait. Vous êtes à peu près environ 100 millions d'habitants et vous ne pouvez même pas faire face à un petit pays qui a à peine, je sais pas, à peine, le Rwanda, c'est notre quartier de la capitale du Tchad. Hein. C'est un tout petit pays avec 10 millions d'habitants. Ils sont là, 12 millions d'habitants. Et vous êtes 100 millions d'habitants. Vous ne pouvez même pas dire non au Rwanda, aller aux États-Unis, aller à l'Union européenne, ceux qui vous ont mis dans cet état-là et demander de l'aide. Quand je vois Tshisekedi, c'est pas sérieux quand même de sa part. Ce sont les Occidentaux, c'est eux qui volent quand même à... Thierry Mariani, rapidement pour en finir sur le Congo, parce que je voudrais qu'on parle un petit peu du Sahel. Non, mais c'est la bonne question qui vient d'être posée. La population du Congo-Kinshasa, c'est plus de 100 millions d'habitants, c'est-à-dire 5 à 6 fois plus que le Rwanda. Pourquoi l'armée congolaise est si faible? Eh bien, tout simplement parce que le président Tshisekedi a hérité d'une armée qui avait été construite, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, sous le fils Kabila, où on a agglutiné des milices. Et en réalité, le sentiment national fait qu'elle se bat peu. Et puis deuxièmement, j'arrêterai là après, il y a quand même aussi des choses assez hallucinantes. Au début des combats, l'armée congolaise a eu le dessus, notamment grâce à des drones que lui avaient vendus les Chinois. Et puis ensuite, les rebelles ont réussi à régler ce problème et à faire en sorte que les drones ne puissent plus être efficaces parce que les mêmes Chinois, et c'est public, ont vendu les contre-mesures. Alors du côté du Sahel, le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont mis en place le G3 Sahel, une confédération militaire visant à mettre en commun des forces pour lutter spécialement contre les groupes terroristes. Le jeudi 3 avril, une conférence a eu lieu entre les ministres des Affaires étrangères de ces 3 pays et leur homologue russe. Sergueï Lavrov, c'était à Moscou, écoutons-le. Nous considérons la création de la Confédération comme une volonté des 3 États du Sahel de construire une nouvelle structure de sécurité dans la région et plus généralement de choisir une orientation politique indépendante qui s'appuie sur des intérêts politiques nationaux et du potentiel propre. L'Alliance des États du Sahel est un exemple lumineux du réveil de l'Afrique, de son essor pour jouer un rôle autonome dans les affaires du monde et se débarrasser des réminiscences de la dépendance néocoloniale. Pour ma part, je réaffirme que nous soutiendrons les positions consolidées du continent dans l'avenir et que nous favoriserons la formation d'un monde multipolaire, plus juste, dans lequel le continent africain et ses structures d'intégration se verront garantir la place qui leur revient. Ahmad, je me tourne vers vous puisqu'il s'agit du Sahel, évidemment. Oui. Quel est votre commentaire sur cette déclaration de Sergueï Lavrov? Moi, je suis totalement d'accord avec le ministre Sergueï Lavrov. Aujourd'hui, l'AES, l'Alliance des États du Sahel, ce n'est pas une volonté de politique, c'est une volonté du peuple. Et pas seulement le peuple de ces 3 pays-là, c'est plus que tous les peuples africains actuellement. Bon, le peuple d'Israël, je ne sais pas, aux côtés des anglophones, mais tout récemment, même le Togo aussi a manifesté
sa volonté d'entrer dans l'AES. On a vu l'interview de son ministre des Affaires étrangères qui souhaitait que le Togo aussi rejoigne l'AES. Et actuellement, on a le Tchad qui est là, qui partage les frontières avec le Niger et qui est déjà même très proche du Mali et du Burkina Faso. C'est possible que le Tchad rentre dans cette structure? C'est ce que nous souhaitons actuellement, oui, mais quand même au Tchad actuellement, presque la majorité du peuple tchadien espère que le Tchad rejoint l'AES parce que l'AES actuellement forme un bloc contre le néocolonialisme, contre l'impérialisme occidental en Afrique. Aujourd'hui, quand on voit un État comme le Niger, qu'on n'attendait même pas un jour de foutre l'ambassade de France dehors, c'est quand même étonnant, c'est quand même... c'est triste, ça fait plaisir. Bon, c'est pas triste pour nous quand même, c'est triste pour les Français. Triste pour moi. Ouais. Et aujourd'hui, avec un dirigeant comme Ibrahim Traoré de Burkina Faso et Assimi Goïta, oui, c'est ça. On voit pareil qu'il y a quand même une nouvelle génération d'hommes politiques en Afrique. On parlait du Sénégal tout à l'heure, Ousmane Sonko, Diomaye Faye. Là, on parle d'Ibrahim Traoré. Il y a quand même une nouvelle génération là qui arrive, qui a vraiment envie de changer les choses. Oui, exactement. Surtout aux côtés du Sénégal, parce que jusqu'à maintenant, ce n'est pas clair. Les politiques d'Ousmane Sonko étaient la rupture avec le néocolonisme, mais jusqu'à maintenant, on voit non, on peut travailler avec la France, tout comme travailler avec d'autres partenaires. Nous, jeunesse africaine, la plupart des jeunesses africaines attendaient à Ousmane Sonko, dès son arrivée au pouvoir, de faire la rupture comme l'ont fait les Burkina Faso. Le Burkina Faso est plus faible que le Sénégal sur le plan économique, sur le plan politique et tout. Mais lorsqu'ils ont pris leur destin en main, aujourd'hui, le Burkina Faso, quand même, en Afrique, c'est une modèle. Le pays des hommes intègres. Le pays des hommes intègres, voilà. Donc, c'est devenu un modèle quand même. Thierry. Le Togo, c'est important parce que effectivement, c'est un ajout qui pourrait leur ouvrir, le désenclaver, leur ouvrir par le port de Lomé un accès. Oui. Patrick, vous vouliez rajouter quelque chose? Non, pour moi déjà, c'est une satisfaction que lorsque j'ai vu la rencontre j'ai vu même le ministre Sergei Lavrov qui montrait que c'est pour la première fois les drapeaux des AES puissent se déplacer le continent africain pour arriver ici. C'est ce qui nous manque maintenant en Afrique centrale. La politique de bon voisinage. Aujourd'hui, on se bat pour les intérêts des Occidentaux, alors qu'on pouvait faire un bloc pour les intérêts nationaux, pour le continent africain. Et c'est là où le problème, c'est l'Afrique centrale. L'Afrique centrale, jusqu'à aujourd'hui, n'arrive pas à se réveiller. L'Afrique centrale, jusqu'à aujourd'hui, les yeux sont tournés, comme mon frère disait, comment demander à Satan qu'est-ce qu'on peut faire. C'est ça l'Afrique centrale. C'est parce qu'ils ne prennent pas les responsabilités. Le Tchad est en train de se battre depuis combien des années contre les Boko Haram, contre les groupes terroristes, que ce soit au Cameroun, que ce soit au Mali, que ce soit au Niger, mais qui nous a apporté assistance? Personne n'a apporté assistance au Tchad. Donc, il faut savoir aussi les problèmes, c'est du côté... Les gens là-bas, en Afrique centrale, les gens sont paresseux. Les gens sont là, surtout que ce soit le Cameroun, le Congo, ça c'est la vérité. Les gens sont là pour se saper, voilà, et tout, et faire, voilà, bling bling. Non, sérieusement, mais quand on voit les gens de l'Afrique de l'Ouest, quand même... Non, on n'est pas les gens sont sérieux là-bas. Les gens travaillent, les gens ont l'amour de leur patrie. Mais quand on voit d'autres pays de l'Afrique, malheureusement, ça c'est la réalité, hein, que ce soit au Cameroun, que ce soit au Congo, c'est la même chose. Non. Alors, je voudrais donner, pour conclure sur ce sujet, je suis désolé, parce que je voudrais qu'on parle un peu de l'Arctique, mais donc je voudrais donner Thierry Mariani 1 minute pour peut-être faire un commentaire sur ce retrait de la France du Sahel, parce que c'est de ça dont il s'agit. Vous auriez pu parler du retrait de la France de l'Afrique. Je veux dire, c'est la faute des Russes. Emmanuel Macron restera dans l'histoire comme l'Attila qui a rasé tous les liens que nous avions avec l'Afrique. Parce qu'en réalité, sa politique depuis son arrivée au pouvoir est une catastrophe. Voilà. Alors moi, je suis partagé. Je vous dis la vérité. Je suis content que les États africains prennent leur destin en main. Voilà. Notamment, on parlait tout à l'heure du Congo. Normalement, la négociation, elle doit être grâce aux États africains entre eux. Et les Européens ou les Occidentaux doivent arriver après. Donc, quand ces 3 États font une alliance pour lutter contre le terrorisme, c'est quelque chose de bien. Après, je le dis clairement, il y a quand même des liens avec la France et une bonne partie des élites africaines et même du peuple africain. Excusez-moi, il suffit de voir le nombre d'Africains qui sont en France. C'est peut-être... faut pas confondre Macron et les Français. Voilà, c'est ma conclusion. Quand j'étais à Kinshasa, j'ai fait avec mes 2 autres collègues qui étaient avec moi
une conférence qui au départ était très difficile devant 1200 étudiants à l'université de Kinshasa. Je vous laisse imaginer, vous arrivez à l'université de Kinshasa, 1200 étudiants et vous êtes du Rassemblement national avec l'image qu'on nous a collée de raciste. À la fin, on était applaudis. Pourquoi ? Parce que je pense que désormais, il y a en Afrique des patriotes qui pensent avant tout à leur pays. Il y a en Europe aussi des patriotes qui pensent aussi à leur pays. Le problème, c'est qu'on arrive à travailler ensemble en se respectant. Donc bravo à ces 3 pays qui ont fait une entente, mais peut-être ne jetons pas à l'eau tous les liens que nous avions. Il y a eu des mauvais côtés, il y a eu des bons côtés, mais la France quand même est certainement dans les États de l'Europe ceux qui ont le plus de liens et j'allais dire de connaissances avec l'Afrique. Merci Thierry Mariani. Je veux, avant qu'on se quitte, qu'on parle un peu de l'Arctique, puisque nous avons parlé donc des événements dans les républiques du Congo, dans le Sahel, mais il se passe aussi des choses beaucoup plus au nord. Le Forum international de l'Arctique s'est tenu à Mourmansk les 26 et 27 mars dernier, et Vladimir Poutine y a pris la parole pour rappeler l'importance de cette région pour la Russie. Écoutons-le. Mes chers collègues, aujourd'hui, l'Arctique renferme du pétrole, du gaz, des métaux et d'autres matières premières utiles extractibles. Nous allons poursuivre nos prospections géologiques dans le cadre du projet fédéral La Géologie, naissance d'une légende. Et le vecteur du développement septentrional se trouve dans notre projet futur, à savoir notre choix souverain et historique. Nous ferons tout pour renforcer la position de la Russie comme leader mondial en Arctique. Et malgré toutes les difficultés et les problèmes, nous allons garantir un développement global de cette région. Nous allons créer une base solide pour les générations futures. Alors le président russe est également intervenu sur la question du Groenland, puisqu'on sait que Donald Trump est très intéressé. Écoutons-le également. Il faut le dire, tout le monde connaît les projets des États-Unis au sujet de l'annexion du Groenland. Si à première vue, ça peut en étonner certains, ce serait une grave erreur de croire qu'il s'agit d'un discours extravagant du nouveau gouvernement américain. Pas du tout. En clair, il s'agit d'un projet très sérieux. Comme je viens de le démontrer, ce projet a des racines historiques. Et les États-Unis vont continuer de manière systématique à faire avancer leurs projets géostratégiques, militaires et économiques en Arctique. Cependant, s'agissant du Groenland, cela concerne 2 États et nous n'avons absolument rien à voir avec ça. Alors c'est des déclarations très denses. Thierry Todinor, vous étiez au sommet de Mourmansk sur l'Arctique. Qu'est-ce qu'il en est ressorti selon vous en mettant en perspective ces déclarations du président russe ? Alors le slogan du forum, c'était vivre au nord, vivre dans le nord. Alors on a parlé bien sûr de la qualité de vie des populations locales, on a parlé des relèvements des services sociaux, mais une fois qu'on a mis de côté cette espèce de rêve pour social-démocrate scandinave, on est passé aux choses sérieuses, c'est-à-dire effectivement à la route maritime du Nord, ouais, qui a focalisé les esprits. Alors on devrait dire d'ailleurs route maritime du Nord-Est, parce qu'il y a une deuxième route qui est une route maritime du Nord-Ouest. Qui passe, mais très peu praticable en fait. Qui est très peu praticable, ouais, et qui concerne essentiellement les États-Unis, le Canada et le Groenland précisément. Alors, par exemple, cette ambition russe, elle se matérialise, elle se concrétise par... C'est 2 ambitions en fait, parce que enfin, c'est surtout une ambition commerciale chinoise, à mon avis, et qui est dans une sorte d'alchimie avec le génie de la navigation polaire russe, quoi. Les Chinois veulent absolument, réduire autant que c'est possible la navigation par le sud pour exporter leurs produits, parce que le détroit de Malacca c'est contrôlé, il y a des influences américaines, le canal de Suez c'est pas sûr, et puis en plus c'est plus long. Donc il y a ça et le trajet par la route maritime du Nord, c'est 2 semaines de moins que celui par le canal de Suez. Voilà, c'est ça. C'est plus long, parce que par Malacca et Suez, non seulement c'est plus long, mais en plus c'est plus risqué pour les Chinois, en principe. Voilà. Cela étant,
Shanghai-Saint-Pétersbourg, c'est pas non plus une croisière dans une jonque sur le Yangtze-Kiang. C'est un défi terrible en matière de transport et de logistique. Donc il faut prévoir des infrastructures de secours. Il faut avoir une flotte de brise-glace, et c'est là qu'interviennent les Russes qui ont la plus grande flotte de brise-glace, y compris nucléaire, au monde. Patrick, vous vouliez intervenir ? Non, je voulais juste préciser encore l'importance de cette voie du Nord, puisqu'il y a un important gaz NGL qui est... Tout à fait. Oui. Les Français sont très impliqués d'ailleurs avec Total. Oui, avec Total, et il y a la Russie qui met les yeux pour l'exploitation de cette route, puis c'est bénéfique pour eux. D'ailleurs, il y a un aspect aussi, c'est que dans le contexte actuel d'un possible rapprochement entre Moscou et Washington, la coopération dans la région a été évoquée par Alexei Tchekounkov, le ministre francophone du développement de l'Extrême-Orient et de l'Arctique, et ainsi que par Kirill Dmitriev, qui est directeur du Fonds russe d'investissement direct. Écoutons-les. La Russie et les États-Unis sont voués à coopérer étroitement en Arctique, car nous sommes les plus grandes puissances arctiques. Eux, grâce à l'Alaska, nous, grâce à la moitié de la zone arctique mondiale. Il nous est impossible de ne pas coopérer en Arctique. Nous sommes concurrents sur le plan économique, notamment sur le marché du gaz naturel liquéfié. Comprenons bien que les plus grandes entreprises russes, Novatek, Gazprom ou Rosneft, font concurrence aux entreprises américaines pour les débouchés. Je pense qu'il faut être efficace en la matière et s'aider à être efficace par la coopération, parce que l'Arctique devrait être une zone de coopération pacifique et mutuellement avantageuse dans le domaine économique. Des initiatives telles que le Fonds russe d'investissement direct et le Fonds d'investissement commun dans l'Arctique permettent de jeter les bases d'une coopération gagnant-gagnant, durable, dirigeant la concurrence sur une voie pacifique où la concurrence servirait le développement des technologies et faciliterait l'accès au marché. Le marché est assez grand pour qu'il y ait de la place pour des acteurs tels que la Russie et les États-Unis. Il y a donc 3 principaux éléments nécessaires au développement de la région arctique, à savoir les infrastructures, les technologies et les mécanismes de financement. À notre avis, c'est à la croisée de ces 3 éléments qu'on peut développer dans le cadre d'un projet spécial auquel il faudrait peut-être réfléchir la région arctique, ce patrimoine unique de la Russie. Thierry Mariani, parmi les projets qui ont été cités, il y a d'ailleurs dont a parlé Patrick, il y a évidemment Yamal LNG, dans lequel est présent le français Total. Donc les Français étaient plutôt, comme beaucoup dans les affaires en Russie depuis 30 ans, étaient les premiers arrivés dans quasiment tous les secteurs. Et puis là, on est plutôt sur le départ, alors qu'on assiste à une volonté de Washington et de Moscou d'aller sur des projets communs. D'ailleurs, Kirill Dmitriev, qui a pris la parole, on vient de le montrer, aujourd'hui il est à Washington pour négocier avec les Américains. Est-ce qu'on n'est pas en train finalement de perdre notre partenariat privilégié avec la Russie au profit de Washington tout simplement, et de Pékin d'ailleurs? Oui, c'est une vraie inquiétude, parce que entraîné par certains pays à prendre des sanctions totalement suicidaires, aujourd'hui la France a perdu grandement sa présence économique en Russie. Alors heureusement, bravo à Patrick Pouyanné, parce que lui au moins n'a pas cédé à tous ceux qui ont immédiatement quitté la Russie. Lui au moins il a tenu avec Total, et je pense que Total en sera le grand gagnant. Mais aujourd'hui, vous savez, beaucoup de Français réalisent une chose. On a en Europe de l'Ouest désormais, dans l'Union européenne, le prix de l'énergie pour l'industrie quasiment le plus élevé au monde. Et dans le même temps, on est en train de se prendre des sanctions douanières par le grand gagnant de cette guerre entre l'Ukraine et la Russie, à savoir les États-Unis. Donc je pense que l'Union européenne, si elle ne veut pas complètement disparaître économiquement, doit très très vite revoir sa politique. Il est évident que si on ne veut pas être vraiment déclassé, il faut reprendre au plus vite nos relations avec la Russie. On avait notamment une énergie peu chère, propre et proche. Aujourd'hui, on achète une énergie beaucoup plus chère, peu écologique et lointaine. Voilà. Le jour où l'Union européenne comprendra que dans cette guerre, la politique suivie a été absolument contraire aux intérêts de l'Europe, peut-être que nous changerons enfin d'attitude. Oui, il faut reprendre au plus vite certaines relations avec la Russie, autrement on risque d'être complètement déclassé.
Oui, c'est pas le chemin. La Russie fera confiance aux alors, d'abord Thierry. Parce que l'Union européenne vient justement de fermer l'accès à ces hubs méthaniers à la Russie, fin mars. Ah bah voilà. Tout en achetant du GNL russe. Pareil. Oui, bien sûr. La France est le premier importateur de GNL russe. Que Mourmansk devient un hub méthanier géant, c'est même gênant pour les Russes parce que il va y avoir un goulet d'étranglement là. On est toujours dans une forme d'incohérence. Pour les Américains, malheureusement, c'est toujours un peu la tradition de la piraterie anglo-américaine. Ahmad, parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps, et on a été très long sur tous les sujets. Il aurait fallu avoir une émission 2 fois plus longue. Mais ce que je me demande, est-ce que la Russie fera encore confiance à l'Union européenne pour faire des business avec l'Union européenne? L'Union européenne a complètement perdu, et comme Thierry Mariani venait de le dire, il faut faire vite, mais c'est déjà trop tard. Moi, je ne pense pas que l'Union européenne pourra quand même retourner sur la scène économique mondiale. Actuellement, c'est clair, Donald Trump a montré aux Européens que vous ne valez absolument rien du tout. Nous, on va parler business entre des grandes puissances et tant pis pour vous. Parce que depuis le début, il ne fallait pas suivre. Pour eux, la guerre est en Europe, ils ont créé une guerre et déjà la guerre va venir en Europe et malheureusement, ils ont même perdu sur le plan économique. C'est triste. Patrick, vous vouliez intervenir? Je voulais juste dire, mais pas pour ce sujet, je voulais dire par rapport aussi à la rencontre entre la RDC, le président Kagame au Qatar. Ça, selon mon point de vue, ça montre déjà que normalement l'Union européenne qui devait entrer en jeu comme le Qatar qui a fait l'intermédiaire. Mais le Qatar fait intervenir, ça montre déjà il y a changement. Donc on est jeté d'Afrique, on est sur le plan économique, sur le plan politique, déjà l'Europe commence à disparaître comme M. Thierry vient de dire. Thierry, juste un dernier mot très rapide sur les perspectives de coopération États-Unis-Russie. Je sens un peu comme ça. Je vois pas ça réglé avant que la question ukrainienne soit purgée d'abord. Et deuxièmement, la Chine verra d'un mauvais œil que les Russes s'entendent avec les Américains sur cette route-là. Bon, c'est mon point de vue. C'est un peu au pif. Mais c'est une conclusion trop rapide. Donc Thierry Mariani, je vous laisse conclure sur ce sujet et ou cette émission. 1 minute pour conclure. Non, mais ce dernier sujet est une question clé. Est-ce que l'Union européenne sera assez intelligente pour changer de politique très vite? Voilà. Moi, je pense que on vit le début de la fin de l'Union européenne. Parce que quand les Européens vont réaliser les résultats, et notamment quand les grands pays qui payent la note continueront à payer et à se ruiner pour entretenir une machine, je pense que les Européens se réveilleront et que ce sera le retour, je l'espère, d'une Europe des nations avec qui on pourra discuter en respectant les intérêts des différents peuples. Merci Thierry Mariani pour cette conclusion. L'opération militaire spéciale n'a pas mis en place les grands projets nationaux russes, y compris ceux de l'Arctique. Selon les estimations, cette zone renferme le quart des réserves mondiales d'hydrocarbures et au fur et à mesure du développement des infrastructures, la route maritime du Nord pourrait devenir une voie commerciale de premier ordre. Ce serait aussi pour Washington et pour Moscou un objectif concret de coopération économique. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir